Bienvenue à ce webinaire « La médiation professionnelle au sein de l'éducation, une graine de liberté ». Merci à tous d'être là. La vie en société est-elle en premier lieu une affaire d'éducation? Faut-il voir l'éducation comme un processus global de normalisation, afin on entend beaucoup, qu'on puisse vivre bien ensemble? Un fossé se creuse-t-il entre l'éducation et l'instruction? Quelle responsabilité reste-t-il aux enseignants par rapport à l'instruction et l'éducation? Et quelle est la place de l'éthique dans les devoirs du corps enseignant? Que faut-il prioriser en termes de qualité de vie à l'école pour nos générations futures? La commission éducation du CRESIR, représentée ici. Alors le CRESIR, c'est quoi? C'est le centre de recherche en entente interpersonnelle et sociale et en ingénierie relationnelle. Cette commission éducation ouvre le sujet et fait le point avec ses invités pour Mediator.tv. Je suis accompagné pour ce webinaire de Jean-Louis Lascou, président de l'EPMN, auteur de nombreux ouvrages sur la médiation professionnelle, initiateur de la médiation en tant que profession. Je suis accompagné aussi par Charline Basconès, qui est également clerc d'avocat et médiateur professionnel, par Gaëtan Catelano, qui est clerc de notaire et médiateur professionnel. Et j'aurai aussi en coulisses Véronique Zenaker, Stéphanie Clavry-Teignier, Marie-Hélène Bordery et François Terrain, tous médiateurs professionnels. À la technique, comme d'habitude, nous avons Jérémy Baudon. Tout de suite, je reviens sur ce titre, la médiation professionnelle au sein de l'éducation, une graine de liberté. Merci Jean-Bruno. Bonjour à tous. C'est toujours assez amusant de parler à son écran pour se dire on va parler d'éducation, on va parler d'échange, de communication, de relations humaines, parler de relations humaines et puis de dire on va se rapprocher avec le numérique, le digital, on ne va pas perdre le contact. Puis en fait, plus que ça, on établit des contacts. Alors, ce matin, quand j'ai dit que j'avais ce rendez-vous avec vous, l'étudiante à qui je m'adressais m'a dit « Mais quel est le rapport entre la résolution des conflits et l'éducation ?» Alors, je me suis pris à un petit jeu que je vais vous partager. Je lui ai fait le coup, en fait, du questionnement à la Socrate. Vous savez, le philosophe qui ne se rendait pas compte qu'il orientait la pensée de ses interlocuteurs et qui en tirait la conclusion que les déductions auxquelles il les amenait provenaient de leur expérience antérieure. Hein, on a retenu d'ailleurs de ça la maïotique, avec l'idée qu'on questionne pour faire émerger la réponse que l'interlocuteur a en lui. Hein, style, vous avez la réponse en vous, quoi. Hein. Mais on n'a pas retenu en fait l'essentiel, c'est-à-dire l'art de l'influence, influencer surtout son interlocuteur avec le questionnement. Hein, c'est bizarre de se dire on questionne quelqu'un, puis en fait on l'influence quand on le questionne. Parce que quand on pose une question, on a très souvent une réponse. Alors, vous connaissez la situation, un commissaire de police, par exemple, ou un inspecteur de police qui interroge un suspect. Bien, s'il interroge le suspect, c'est qu'il lui pose des questions, et il a déjà l'idée que s'il est suspect, il est coupable. Hein. Et donc, il ne va pas questionner à décharge, hein, il va plutôt questionner à charge. Donc, la question vaut bien un sens. Donc, j'ai commencé comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais lui poser une question, je vais lui retourner, puisque c'est comme ça. Alors, j'ai joué au philosophe ce matin. Et je lui ai dit, tu vois, c'est précisément la question, à quoi sert l'éducation? Alors, entre le thé, la tartine beurrée et le réglage de son ordinateur en vue du cours de maths hein, qui allait commencer dans le quart d'heure qui suivait, elle me dit, l'éducation, tu sais, c'est pour savoir comment on va vivre en société. C'est aussi apprendre des choses. Alors là, elle venait de faire une distinction. Mais le ton était grave et je ne pouvais que me réjouir de ce moment-là. Alors j'ai rebondi, absolument, je lui ai dit, tu viens de faire une chose absolument formidable, tu viens de distinguer ce qui est l'éducation de ce qui est l'instruction. C'est-à-dire comment transmettre et acquérir des attitudes et des comportements pour la vie en société, ça serait plutôt la partie éducation,
Et l'autre partie, qui serait l'instruction, c'est de transmettre des connaissances pour savoir s'orienter dans la vie et de donner du sens à l'existence. Mais tu sais, c'est pas tout. Tu as remarqué sans doute qu'il y a des choses qu'on découvre dans la vie. Et puis, à chaque fois, on voit dans les bouquins, il y a marqué « Oh, il y a une belle découverte là. Un tel, il a fait une découverte. » Actuellement, par exemple, tu vois, il y a des gens qui sont en train de chercher quelque chose qui est peut-être découvert déjà. C'est un truc contre un virus, hein, tu vois. Ben, il y a des choses qu'on ignore. Alors, ça se passe comment quand on ne sait pas quelque chose, c'est-à-dire, par exemple, quand le prof ne sait pas. Ben, par quoi il risque de remplacer une connaissance qu'il n'a pas? Que fait-il quand il estime aussi qu'un comportement le contrarie, alors qu'il a peut-être lui-même le comportement en question, hein? Alors, vous pensez bien que l'étudiante en mathématiques que j'avais en face de moi, elle n'allait pas s'en laisser compter, hein, parce qu'elle me dit, ben, tu vois, il y a plusieurs possibilités. On passe largement sur ce qu'on ignore, on le passe sous silence, ou alors on y apporte des réponses plus ou moins claires, plus ou moins justes, hein. C'est des réponses sentencieuses. Et je lui dis, oui, tu fais bien, là, tu m'entraînes super bien pour cet après-midi. C'est bien cela, en fait, tu vois. Il s'agit bien de distinguer ce qui est éduqué et enseigné, et pas que. Parce qu'il y a les choses que l'on sait, parce qu'on a pu les vérifier, hein, c'est la science exacte, et c'est ce qu'on va transmettre. Il y a les choses que l'on ne sait pas expliquer, en fait, mais que l'on sait faire. Ça, c'est l'expérience, mais c'est déjà beaucoup plus difficile à faire passer, parce qu'on ne sait pas l'expliquer. Et parfois, on le reproche à l'autre, hein. Quand on ne sait pas expliquer, on dit à l'autre qu'il ne sait pas comprendre. Et les choses que l'on suppose, hein, qu'on invente, qu'on approximative, on sait que c'est des théories. On dit bien, ça c'est de la théorie. Et puis aussi les choses qu'on a interprétées et que l'on affirme comme étant des vérités, des choses vraies. Hein, les vérités, c'est les vérités scientifiques, c'est-à-dire qu'on pourrait vérifier. Mais on dit, mais ça c'est comme ça il faut le croire. C'est des certitudes, c'est des convictions, c'est des croyances. Mon interlocutrice, elle s'anime à côté. D'ailleurs, elle est impatiente. Elle dit alors, vas-y, donne-en plus, hein. Oui, elle dit, oui, il y a des profs qui s'agacent d'ailleurs quand on leur pose des questions et qui n'ont pas les réponses. Et je dis, mais et tu fais comment alors? Elle me dit, ben, tu sais, c'est simple. Quand le prof s'agace, moi, je ne lui pose plus de questions. Comme ça, il fait son cours, et moi, si je ne comprends pas, ben, je vais chercher dans les livres. Et je dis, ouais, mais il y en a certains qui ne vont pas chercher dans les bouquins. Et je lui dis, ben, tu as bien identifié la question, en fait. Les mots et les comportements de l'enseignant véhiculent ce qu'il transmet, c'est-à-dire des croyances, sans qu'il s'en rende compte forcément. Comme Socrate, tout à l'heure, qui, quand il pose une question, en fait, il ne se rend pas compte qu'il influence et qu'il oriente la pensée. Le prof, l'enseignant, l'éducateur, il a cette responsabilité dans sa contribution pour bien vivre en société. Il sait ou pas pourquoi, dans quel sens il enseigne. Il a réfléchi ou pas au sens de ce à quoi il contribue. Comme tu l'observes, je lui dis, tu vois, observer et instruire, c'est enseigner, c'est-à-dire c'est l'art de transmettre, de motiver, d'utiliser la rationalité, la méthode pour conduire la pensée. C'est aider les enfants, et puis après, dans la formation continue, c'est aider les personnes à réfléchir, à déployer leur conscience, à stimuler l'usage de la raison, à l'appliquer en toute matière. Notamment, là, en l'occurrence, on va parler des relations intimes, des relations à soi, des relations personnelles, des relations aux autres, interpersonnelles, sociales et même politiques. Tout cela pour exercer avec talent l'art de vivre libre, dans la liberté des autres. Tu m'as bien entendu? Elle me dit, mais comment ça? Vivre libre dans la liberté des autres? Je croyais que la liberté s'arrêtait là où commençait celle des autres. Je lui dis non. Si tu n'es pas libre, je ne suis pas libre. C'est pour ça, on peut apprendre à être libre. Plus on sait de choses sur notre environnement, plus on le comprend, plus on peut être libre. Les gens au Moyen Âge étaient moins libres que nous.
Nous qui pouvons faire le tour de la Terre sans avoir peur de tomber de l'autre côté, parce que eux, ils pensaient que la Terre était plate et risquaient de chuter. Nous sommes plus libres de nos mouvements. Regarde, même si aujourd'hui, notre liberté est restreinte, malheureusement. Elle m'a dit, d'accord, d'accord. De tout cela, tu vois, je lui dis, tout cela émerge du développement de la méthode pour développer l'altérité, comprendre les autres, être plus en liberté avec les autres, la qualité des relations humaines. Tu vois le lien qui existe entre l'enseignement, l'éducation, l'instruction et apprendre aussi à réfléchir, apprendre à résoudre des problématiques. Bien, c'est cela, la médiation professionnelle et l'ingénierie relationnelle. C'est cette contribution que nous pouvons avoir auprès des profs, auprès des enseignants. C'est cette contribution qui va donner du sens aussi à notre manière de mieux vivre ensemble et savoir mieux vivre ensemble. Après ça, il y a plein de techniques. Alors, elle a fait d'accord encore une fois et en 2 clics, elle s'est retrouvée en cours de maths à Lausanne. Merci Jean-Louis pour cette petite histoire bien imagée qui retrace effectivement l'apport de la médiation professionnelle au sein de l'éducation nationale, cet apport de faire réfléchir les gens à leur propre liberté, au sens qu'ils mettent dans ce qu'ils font, dans leur vie, et à la liberté qui est forcément dépendante de celle de l'autre. Je vais maintenant m'adresser à Charline Basconès, qui est la pilote de cette commission. Jean-Louis a un peu débroussaillé le terrain, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est cette réflexion. Quand on arrive dans un établissement et qu'on demande à un enseignant, vous pourriez peut-être me dire pourquoi tous les matins vous venez à l'école, et que lui-même ne le sait pas et ne sait plus poser la question, ben, on peut s'interroger en fait. Et puis, il y a aussi tout le socle qui est évalué, comme les mathématiques et le français en fait, le bien vivre ensemble, le bien vivre en collectivité et le civisme, cette réflexion de la relation à soi et de la relation aux autres, c'est évalué par l'éducation nationale au même titre que les mathématiques et le français. Sauf que, force est de constater, et certains enseignants le reconnaissent, ils ne sont pas formés à ça en fait. Donc le médiateur professionnel a toute sa place au sein des établissements scolaires pour amener cette réflexion, ce raisonnement et planter cette petite graine de liberté et de réflexion. Après, il faut adapter le vocabulaire aussi en fonction de l'âge. On s'est aperçu très vite que des classes trop petites, c'était difficile parce que c'est physiologique, c'est comme ça. L'enfant, le cerveau n'est pas encore mature pour acquérir ce genre de réflexion. En général, on démarre vers le CE2, CM1. Mais ce qui est intéressant, c'est que de planter cette petite graine comme ça, on le voit au long cours, puisque ça fait 4 ans que je mène ces interventions, et que c'est pérenne. Et en fait, bah, on va vers de l'autonomisation et de la responsabilité. C'est des adultes qui seront responsables. Nous, en tant que médiateurs, c'est vraiment de la qualité relationnelle. Les enfants sont tout de suite réceptifs à tes interventions, et quand tu dis que tu plantes une graine, c'est-à-dire qu'ils ont cette ouverture tout d'un coup. Alors, on peut les confronter parce qu'ils aiment bien ça aussi. Ils sont très joueurs, les enfants. Donc, il faut vraiment adapter notre intervention avec le jeu. Et Tu les justement, mets en situation? oui, 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 je les mets en situation. En fait, je fais le jeu, GEU, avec leur jeu, JEAE, en fait. Et si tu arrives déjà à planter cette graine effectivement de réflexion et de liberté dans les petites têtes, comme tu dis, eh ben, c'est déjà, ça nous prépare des générations futures, j'espère, un petit peu différentes de celles qui ont pu naître et grandir dans le passé. Il y a Quoique. plusieurs interactions, en fait. Il faut savoir que le milieu scolaire, c'est quand même un endroit où ils passent 10 heures par jour pour certains. Des fois, c'est même plus sécurisant d'être à l'école que dans leur famille. Et donc, il y a plein d'enjeux émotionnels. Il y a des enjeux entre élèves, il y a des enjeux aussi entre enseignants, avec la direction, avec les parents, avec les personnels de mairie aussi, qui n'ont pas les mêmes consignes, qui ne font pas les mêmes choses, qui n'interviennent pas au même temps, parce que les enfants, en fin de journée, on sait bien qu'émotionnellement, bah, c'est un peu plus compliqué aussi. On sait bien que là, c'est la fin de l'année, qu'il y a tous les enjeux des masques avec cette crise sanitaire, il y a vraiment plein de choses. Et vraiment, en tant que médiateur, on a toute notre place au sein des établissements scolaires. En tout cas, c'est ce que cette expérience que tu as menée jusqu'à présent t'a confirmé. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, j'interviens auprès du rectorat, auprès de l'Académie de Bordeaux, pour justement former les enseignants. Donc, Et voilà, former les maires aussi, former les enseignants, former un petit peu tous les rouages de la société à ce qu'est une qualité relationnelle, ce qu'est l'altérité. déjà, c'est savoir à quel moment ils sont en relation. C'est quoi une relation et à quel moment je suis en relation, en interaction avec les autres.
Alors, parmi les nombreuses expériences que vous avez menées, que nous avons menées au sein de cette commission, il y a Gaëtane Catalano, qui est donc Claire de Notaire à Carpentras, oui. Et qui a donc mené, elle, une action plus d'information au travers de conférences, et notamment une conférence à Cavaillon. Je te remercie, Jean-Bruno. Effectivement, donc l'éducation, l'instruction, Jean-Louis a pu en dire quelques petites choses, Charline également, et puis l'idée, c'est de promouvoir la médiation professionnelle dans tous les milieux, que ce soit en entreprise. Et là, on est parti sur l'éducation, sur l'enseignement. Donc, dans le Vaucluse, on s'est dit, allez, on va faire connaître la médiation, l'intérêt de la médiation en milieu scolaire. Et donc, j'ai organisé l'année dernière, en septembre, une conférence sur ce thème-là, le thème de l'éducation, l'instruction et la médiation professionnelle. J'ai profité de l'expérience de Charline, de ce qu'elle avait pu mettre en place, elle, du côté de Bordeaux, pour l'inviter. Donc, elle avait accepté de venir à cette conférence et de nous soutenir justement pour voir les actions qu'elle avait mises en place en milieu scolaire. Lors de cette conférence, on avait effectivement donc aussi bien des parents, des professeurs d'école, des professeurs d'enseignement primaire ou secondaire. On avait aussi des élus locaux. Et ce qui a été intéressant, c'est que la première réaction des gens, c'est de se dire, mais quoi, la médiation, comment ça, la médiation en milieu scolaire, mais qu'est-ce que ça peut apporter, à quoi elle peut servir, mais comment on peut faire intervenir un médiateur en milieu scolaire. Donc, au cours des échanges, eh bien, on a expliqué, on a pu leur faire prendre la mesure de l'importance de mettre cette petite graine de qualité relationnelle, d'aider les enfants, les personnes à rentrer en relation, que ce soit les enfants entre eux, les enfants avec les professeurs entre eux, etc. Et finalement, ils ont été surpris. Donc ça, c'était un premier point. Ça a été positif pour nous de nous dire, ça y est, voilà, notre challenge va fonctionner. La médiation en milieu scolaire, les gens vont comprendre à quoi elle va servir. Et puis, lors de cette conférence, on a aussi été interpellés par un parent d'élève, une maman qui nous a exposé une difficulté qu'elle avait rencontrée. Donc, elle a 2 filles, une qui était scolarisée en primaire et une autre qui était en secondaire, en collège. À quelques mois d'intervalle, ces 2 filles ont vécu du harcèlement scolaire, en fait. Elles se sont senties harcelées et donc elle nous a fait part de ce qu'elle avait vécu pour ces 2 filles dans ces 2 établissements séparés avec un âge différent et de comment ces filles avaient vécu ce harcèlement. La prise en charge aussi de ces conflits finalement qui étaient nés. Et on s'est rendu compte, et elle s'est rendue compte que si la médiation, si elle avait connu la médiation à cette époque-là, eh bien, elle aurait fait intervenir un médiateur. Pourquoi? Parce que au primaire, les professeurs, l'élu local a fait comme elle a pu en fait. Ils ont fait comme ils pouvaient pour essayer de gérer en fait. Ils ont fait de la gestion de ce petit problème de harcèlement. Ils sont arrivés à bidouiller des petites choses, mais son enfant est resté marqué en fait par ce qu'elle avait vécu. Alors qu'en milieu secondaire, donc au collège, ça avait été pris différemment. Là, il y avait eu de la reconnaissance. Alors, un médiateur n'était pas intervenu, mais je pense que dans la formation, en tout cas, des personnes qui sont intervenues, peut-être une psychologue aussi de l'école, on avait fait une reconnaissance aussi bien à la personne qui s'était sentie harcelée qu'au harceleur. Ce qui a permis de rétablir un lien, une relation. Et sa fille, du coup, l'a mieux vécu parce qu'elle s'est dit, ça y est, mes harceleurs, finalement, mes harceleuses, en l'occurrence, c'était des filles, ont compris que ce qu'elles avaient fait, eh bien, ça m'avait fait de la peine, ça m'avait peiné. Et en fait, ces jeunes filles qui étaient des harceleuses ne s'étaient pas rendues compte de ça. Donc, c'est là où finalement, eh bien, j'ai envie de dire que ce problème-là a été résolu. Il n'a pas que été géré, puisque quelques mois après, aussi bien la personne qui s'était sentie harcelée que les harceleuses, entre guillemets, eh bien, elles ont pu recommuniquer, parler, et aujourd'hui, elles peuvent se dire bonjour. Voilà. Et il n'y a pas
comment dire, ces émotions-là qui restent, ces rancœurs qui peuvent rester dans les personnes. Donc voilà en tout cas ce qu'on a pu mettre en œuvre, et puis on continue dans notre démarche de promouvoir la médiation professionnelle dans le milieu scolaire dans le Vaucluse. Merci. Donc tu as un invité, Gaëtane. Donc Christophe Pascal, effectivement, un conseiller principal d'éducation dans un lycée avignonnais. Quand on intervient finalement en milieu scolaire, on est là aux côtés des enseignants, aux côtés des CPE, et on les aide en fait finalement, on est un soutien. Donc Christophe, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je pense qu'il y a certains établissements qui ont de plus gros besoins que d'autres. Alors, bon, c'est vrai que là, du coup, pour le mien, j'aurais tendance à dire que je ne le perçois pas forcément de prime abord. Pourquoi ? Parce qu'on a des élèves qui, en termes de, j'ai envie de dire, de positionnement, de savoir-être, etc., sont déjà plutôt bien avancés dans leur formation. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on le gère en direct, et puis de toute façon, c'est vrai que la médiation, c'est un petit peu ma partie dans l'établissement. Bon, voilà, comme vous le disiez, en tant que CPE, je suis en lien avec tout le monde. On a un rôle pivot dans l'établlement. Vous pourriez peut-être nous donner un exemple de témoignage de gestion de ce qui se passe au quotidien et sur lesquels vous avez peut-être eu des difficultés ou pas. Comment vous faites ? C'est vrai que ces derniers temps, je me faisais la réflexion que j'ai l'impression humblement d'être devenu un spécialiste de la gestion de crise. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir toutes sortes de problèmes. Ça peut être, pas plus tard que ce matin, j'ai encore réglé un problème de conflit entre deux élèves. Rien de dramatique, mais bon, c'est vrai que je me suis positionné en tant que médiateur. Donc, on s'est assis autour de la table, on a discuté, on s'est écouté, etc. Et puis, j'ai fait en sorte que ça se règle dans le bon sens, en développant leur sens du discernement, leur bienveillance, en faisant appel à leur responsabilité et leur bon sens. Et on va dire que dans la majorité des cas, j'arrive à régler les situations comme ça. En précisant quand même, en donnant un cadre. Parce qu'évidemment, en tant que CPE, je suis à la fois un médiateur, mais je suis à la fois le garant du cadre aussi. Vous êtes un référent hiérarchique. Tout à fait, voilà. Donc là, par exemple, je fais en sorte que tout le monde s'en tire bien et en retire les leçons aussi, parce qu'il faut que ça nous serve aussi, il faut que ça nous apprenne. Mais en fixant un cadre, en disant, voilà, aujourd'hui, on a posé ça, on s'est mis d'accord, on a dit tout ce qu'il y avait à dire, on a réparé ce qui pouvait l'être. Mais à partir de là, aujourd'hui, telle heure, le cadre est fixé, ça doit s'arrêter là, il ne doit pas y avoir d'autres conséquences ou ça ne doit pas redémarrer, parce que sinon, là, je changerai de position, je reprendrai ma posture de CPE. Voilà. Vous voyez, alors là, dans ce que vous dites, c'est très intéressant parce qu'on voit que vous agitez quand même quelque part la casquette de si ça ne se passe pas à l'avenir comme ça devrait se passer, il y a des risques de sanctions. Mais ça permet de calibrer un petit peu les choses alors c'est intéressant parce que ça ne marche pas toujours, bien évidemment. Et d'ailleurs, là, ça n'a pas marché dans un des cas que j'ai traité cette semaine parce que j'ai fixé cette limite-là et en fait, le gamin, il en a remis une couche sur les réseaux 2 jours plus tard. Évidemment, ça m'est revenu aux oreilles, donc je l'ai vu, je lui ai expliqué que j'avais donné pour consigne de ne pas relancer les choses. Il n'a pas écouté mes consignes, donc effectivement, je l'ai sanctionné. Voilà, je vous remercie encore de cette sincérité sur la manière dont vous opérez, parce que vous parlez de consigne, hein, vous parlez donc dans la consigne, il y a c'est pas une injonction, mais quand même, on n'est pas loin d'un rappel à la morale, d'un rappel aux valeurs, même si vous essayez de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve à peu près, que ce ne soit pas trop sanctionné, mais s'il y a dans le cheminement, s'il y a à l'horizon une possibilité de sanction, on voit que ça ne marche pas toujours, puisque ça peut être aussi une surenchère sur les réseaux, par exemple. Alors, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que je me laisse enfermer dans mon rôle de CPE. C'est ça. Parce que de toute façon, pour vous dire une anecdote, chaque fois que je rencontre des personnes, que je suis avec des amis, par exemple, et qui me présentent à d'autres personnes, je ne sais pas pourquoi, je ne m'explique pas, mais à chaque fois, on me dit, tiens, je te présente Christophe, il est CPE. Je ne crois pas que chaque fois que quelqu'un vous présente, il vienne rajouter derrière votre profession. Mais en tout cas, à chaque fois, j'y ai droit, je ne sais pas pourquoi. Et à chaque fois, j'ai droit à la même réaction. C'est les gens, je les vois en face de moi, les yeux s'écarquillent et tout de suite,
j'ai l'impression de voir défiler dans leurs yeux leurs souvenirs de collégiens, de lycéens, etc. Et tout de suite, je suis catalogué, on va dire. Parce que le CPE, c'est celui qui fait peur, c'est celui qui sanctionne, c'est celui qui fait les gros yeux, c'est celui, voilà. On en arrive à la sanction quand on a tout épuisé. Voilà. Et franchement, c'est délicat pour moi parfois parce que ce soit des parents, que ce soit des collègues, professeurs ou autres, des fois, j'ai l'impression qu'ils attendent de moi de me limiter à ce rôle de sanction. Et c'est pas mon travail, mon travail ne se résume pas à ça. Mon travail, c'est de favoriser le vivre ensemble. Mon travail, c'est de transmettre un savoir-être, de m'assurer que tout le monde y adhère. C'est d'apprendre aux gamins à grandir, à devenir des adultes, à faire preuve de discernement, à faire preuve de bienveillance, etc. Enfin, toutes ces valeurs qui sont importantes et qu'on veut les voir cultiver et développer parce que c'est ce qui permettra de faire d'eux des adultes qui, justement, savent vivre avec les autres et se positionner, etc. Et Oui, je suis parfois obligé de m'opposer à ça. Et des fois, on me fait le reproche de ne pas sanctionner, d'être peut-être même quasiment laxiste. Parce que voilà, c'est un moment, bon, il faut être sévère, etc. Mais moi, ce que je constate à longueur de temps, et c'est ce que je dis chaque année aux parents quand je fais des réunions avec eux, tout le monde attend de la discipline. Et d'ailleurs, quand les parents mettent leurs enfants chez nous, bien souvent, ils recherchent cette discipline-là. Donc, ils sont d'accord avec cette discipline, mais pour les autres. Voilà. Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a vraiment deux choses qui sortent. C'est la première, c'est qu'il y a une difficulté que vous avez pour vous à faire sortir les personnes de leur représentation du CPE. Et en même temps, vous vous rendez compte qu'en plus de cette représentation, il y a une certaine demande de discipline, il y a une certaine demande de la part du public que vous avez, même des parents, qui serait une demande d'être plus dans la sanction. D'où peut-être l'intérêt d'avoir un tiers qui arrive de l'extérieur complètement pour faire ce travail. Est-ce que ce ne serait pas une déresponsabilisation aussi des parents? Est-ce que ce ne serait pas une attribution au rôle de l'éducation de se substituer au rôle parental? Ben, en fait, moi je suis convaincu, comme pour reprendre l'expression habituelle, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Un enfant, il se nourrit de toutes les personnes qui l'entourent. Ça peut être sa famille proche, ça peut être ses profs, ça peut être ses coachs, etc. Donc voilà, l'enfant il se nourrit de tout ça. Maintenant, je pense que notre travail, nos travaux respectifs se complètent. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas empiéter l'un sur l'autre. À un moment, il faut que chacun reste dans son rôle et qu'il y ait une confiance qui s'établisse là-dessus et que ça permette d'apporter tout ce qu'on peut apporter aux gamins. Maintenant, il y a autre chose qui me vient à l'esprit, c'est que je crois être plutôt de nature diplomate, patiente, bienveillante, et je pense que c'est nécessaire dans mon travail. Mais justement, quand je me retrouve dans des situations où je prends le temps de gérer les choses, et il faut prendre du temps pour gérer les conflits ou en tout cas gérer les relations entre les personnes, etc., ce qu'on ne nous laisse pas toujours. Moi, j'entends souvent des collègues me dire « mais je ne pourrais pas faire ce que tu fais ». Ce que j'entends derrière ça, c'est qu'ils me disent, ils se sentent même dans l'incapacité finalement de faire preuve de patience, de bienveillance, d'écoute. Voilà, eux, de leur point de vue, il y a un problème, il faut que ça se règle vite parce que sinon ça me saoule. Voilà. Et prendre le temps de régler les choses, de développer une qualité relationnelle, etc., avec tout ce qu'on en retire, ben, ils ne se sentent pas capables de le faire parce que ça demande trop, peut-être de leur point de vue, trop d'efforts, trop d'énergie, trop de temps. Et moi, je suis persuadé qu'on ne prend pas assez le temps. Peut-être qu'ils ne savent pas faire, tout simplement. Ils ont peut-être besoin d'être accompagnés. Peut-être bien. C'est pour ça qu'en général, ils viennent me voir dans ces moments-là, soit pour être aidés, soit pour me refiler le bébé. Voilà. Une marque de confiance, quelque part. Oui, tant mieux. Jean-Louis Lascaux, un mot par rapport au témoignage de Christophe Pascal. Merci d'abord de ce témoignage. C'est vrai que c'est important d'écouter ce genre de choses. Quand je parle de l'incompétence en action, je veux dire que même les gens bienveillants, j'ai remarqué combien la bienveillance est une peste dans les relations. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où la bienveillance ne fonctionne plus, on fait la surveillance. Et vous savez, après, ce qui se passe quand la surveillance ne fonctionne plus, eh bien, on brandit la sanction. Eh bien, tout ça, c'est l'incompétence pédagogique. Et c'est là où moi, je me dis, j'ai bossé sur le référentiel de qualité relationnelle et je suis content d'entendre votre témoignage. Ça me fait plaisir parce qu'en fait, c'est vrai que
ça montre la dynamique de bonne intention, et puis en même temps, à un moment donné, on ne sait plus faire. Mais on se dit, il n'y a rien de plus, quoi. On ne peut pas faire mieux. Vous voyez, il y a un mot qui est magique. C'est le mot débattre. Vous savez que le mot débattre veut tout simplement dire savoir parler pour arrêter de se battre, pour ne pas avoir à se battre. C'est débattre, c'est défaire. Il y a faire, c'est battre, et défaire, c'est débattre. Eh bien, le débat, il est avec les enfants, il est avec les adultes, et quand on sait débattre, eh bien, on ne se bat pas. Et on n'a pas besoin de sanctionner, parce qu'on a fait progresser la conscience, on fait progresser l'intelligence, et on fait progresser l'usage de la raison. Et pour moi, c'est ça, c'est acquérir plus de rationalité, plus de méthode pour pouvoir débattre et pour pouvoir échanger dans une perspective, celle de la qualité relationnelle. Donc voilà ce que ça m'inspire. Merci. Oui, alors, j'ai envie d'intervenir là, du coup, c'est intéressant là ce que tu dis, Jean-Louis, parce que finalement, ce que tu dis, c'est de se dire, ben oui, il est là, Christophe Pascal nous a fait part de son témoignage, de tout ce qu'il mettait en place, et que effectivement, il peut être certain que s'il fait appel à un médiateur professionnel, il pourra être soutenu finalement, et il pourra être accompagné, et il pourra améliorer finalement ses compétences. Et c'est ça qui est intéressant. Oui. Jean-Louis nous a fait un rappel de la méthodologie des médiateurs professionnels qui est au service. Un mot, Christophe Pascal, sur ce que vous venez d'entendre justement du positionnement d'un médiateur professionnel, et en l'occurrence un directeur d'une école. Mais en fait, comme je mettais dans les commentaires, c'est ce qui m'est venu immédiatement à l'esprit, dans surveillant, il y a veiller sur aussi. Oui. Et quelque part, oui, effectivement, il y a ce système de sanctions qui est parfois compris, qui est parfois pas compris, pas accepté, etc. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est dans un environnement, moi j'ai 1050 élèves, et toute la difficulté, c'est d'arriver à mettre en place un système qui permette le vivre ensemble. Donc, je dois adopter finalement des règles communes qui s'appliquent à tout le monde, tenir compte des individualités. Et il y a des contextes où c'est plus difficile de pouvoir gérer ces individualités jusqu'au bout. En tout cas, ce qui me vient à l'esprit, c'est que quand on gère des gamins, moi, il y a un truc que je leur dis toujours, c'est je peux tout entendre du moment qu'on y met la manière. J'aime beaucoup la discussion, j'aime beaucoup le débat. J'attends pas d'eux qu'ils soient des moutons, j'attends pas d'eux qu'ils obéissent aveuglément. Ça me gêne, des fois j'ai l'impression de les pousser à la rébellion. Voilà, j'ai l'impression qu'ils sont là, très disciplinés, etc. Et je leur dis, mais voilà, révoltez-vous, quoi. Combien de fois j'ai dit à mes élèves, révoltez-vous. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, on leur donne des possibilités, on leur donne des options, mais le libre arbitre, c'est eux qui l'ont. De toute façon, un gamin, s'il suit une autorité, c'est parce qu'il adhère à cette autorité. L'autorité, on la gagne. Donc finalement, les gamins, à un moment, il y a une relation de confiance aussi avec eux. Et ils nous considèrent comme des référents. Donc en fait, finalement, quand on va dire quelque chose, le gamin, de toute façon, il aura toujours la liberté, parce qu'on lui apprend cette liberté-là, d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec les choses. Voilà. Après, ce qui est important, c'est qu'effectivement, moi, dans l'immédiat, c'est vrai que je me pose la question de l'utilité de la médiation professionnelle dans mon établissement. Ailleurs, je pense que dans des établissements que j'ai connus, je pense que là, ce serait pertinent. Dans mon établissement, je fais ce travail de médiation et franchement, pour l'instant, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Et c'est vrai que j'ai aussi, pour revenir à ce que vous disiez, cette histoire de compétences, j'ai un domaine de compétences, mais à partir d'un certain moment, je ne sais plus gérer et il faut être capable de dire, là, ça dépasse mes compétences, il faut que je fasse appel à d'autres personnes, à d'autres professionnels qui vont pouvoir m'aider à gérer ça, qui vont pouvoir apporter au gamin parce que voilà, le gamin, il faut qu'il ait des réponses à chacune de ces situations, en fait. Voilà, c'est ce qui me vient pour l'instant, mais c'est vrai que ça me surprenait un petit peu parce que je me dis, oui, évidemment, la sanction, c'est pas la solution à tout et c'est toujours un questionnement, mais ça peut être aussi, ça peut avoir aussi, ça peut permettre de faire grandir aussi. Voilà, c'est ce que je me dis, mais bon. Et quand vous dites, quand on n'arrive pas à faire passer un message auprès d'un enfant, on va faire appel à un professionnel pour pouvoir faire passer le message à l'enfant. Alors, je vous dirais, moi, je prendrais plutôt l'adulte.
plutôt que l'enfant. Parce que je me dirais l'adulte, lui, il va pouvoir continuer à faire des dégâts sur plusieurs générations. Tandis que le gosse, lui, il est tout seul. Lui, c'est pas grave. Ma foi, s'il a un dégât, je dis, comme j'en ai connu, hein, il est tout seul. Mais par contre, l'adulte, lui, va continuer à véhiculer son incompétence et la croyance dans le fait qu'il croit qu'il est compétent. Alors, autant prendre l'adulte et faire progresser cet adulte. Incidemment, il pourra faire progresser l'enfant lui-même. Au lieu de faire appel à quelqu'un pour travailler avec l'enfant, moi, je dirais, faites appel à quelqu'un pour travailler avec l'adulte. Et c'est ça, notre rôle, et le rôle des médiateurs. C'est plus de ce côté-là qu'il y a à faire. Et c'est plus du côté des enseignants, parce que si vous recevez des enfants qui ont des problèmes avec des enseignants, certes, l'enfant, on va dire, c'est un caractériel. Il va peut-être falloir faire progresser l'adulte dans son rôle pédagogique d'une manière globale. Et je vous dis bien, tout à l'heure dans mon propos, je l'initiais, je pense que beaucoup d'enseignants n'ont jamais réfléchi au sens de leur mission d'éducateur, au sens de la vie, parce que s'ils avaient réfléchi à ça, ils pourraient dire à l'enfant, ben voilà, en fait, voilà pourquoi tu apprends à compter. Parce que combien j'ai entendu, et j'en entends encore, des enfants qui disent « mais ça ne sert à rien de savoir apprendre à compter et tout, qu'est-ce que j'en ferais de compter ?» Je vous parle des gosses de 10, 12 ans, 11, 12 ans, et pas des enfants de la banlieue, des enfants dans des environnements bien installés et tranquilles, économiquement stables. Donc, à quoi ça sert de compter? À quoi ça sert d'apprendre à lire? Pourquoi? Et ils n'ont pas la réponse à l'école. Personne ne les aide à réfléchir à ça. Et c'est ça le problème. C'est qu'il y a des abandons. Et quand le prof abandonne, c'est terrible pour l'enfant. C'est terrible. Et je pense que là, le prof lui-même a besoin, non pas d'un soutien psychologique, parce qu'il n'est pas malade, il est juste à la limite de sa compétence. Je le posais tout à l'heure en question, quelle responsabilité les enseignants ont-ils, la place de l'éthique. Et donc, je voyais que depuis le début, Christophe, Pascal voulaient réagir. Donc, allez-y, on peut replacer ce débat actuel. Allez-y, bien sûr. Jean-Louis parlait de sa colère et ce qu'il est en train de dire, quelque part, me fait un peu réagir parce que ce que je perçois dans tout ce que vous dites, Jean-Louis, j'ai l'impression qu'on a l'impression que rien n'est fait, en fait, que tout ce travail de médiation, que rien n'existe. C'est ce que je perçois, peut-être à tort, peut-être que je comprends mal. Et ça me dérange un peu parce que moi, j'ai l'impression qu'on fait ça tout le temps. On passe notre temps à faire ça. Alors qu'on le fasse bien, qu'on le fasse mal, qu'on ait besoin de se former là-dessus, qu'on ait besoin de progresser, ça, de toute façon, c'est une question qui revient constamment. Mais j'ai des collègues qui savent faire, d'autres qui ne savent pas faire, d'autres qui ont tout à apprendre. Ça, je vous rejoins. Mais je crois percevoir dans ce que vous dites et que finalement, tout est à faire. Mais tous les jours, on fait ça. Tous les jours, on fait de la résolution de conflits. Tous les jours, on fait en sorte que les relations entre les gens se fassent et se fassent le mieux possible et qu'il y ait ce débat, qu'il y ait cette discussion, etc. C'est pour ça que quelque part, je suis un peu surpris de ce constat un petit peu définitif. En tout cas, je le perçois comme ça. Christophe, je finis. Et puis après, je reviens sur ce petit mot qui a été dit tout à l'heure. On disait bienveillance égale surveillance. Moi, je ne vois pas ça dans la bienveillance. Dans la bienveillance, je vois accompagner, écouter, aider, comprendre. Je vois tout ça dedans. Et en fait, ce qui est important, c'est que chaque gamin, quel qu'il soit, qui nous mette le feu au lycée ou qui se tienne correctement, il faut que chacun de ces gamins ait quelqu'un qui soit là pour l'accompagner et l'aider et qu'il arrive à faire son chemin, trouver sa place et s'exprimer. Et voilà, moi, c'est pour ça que quelque part, on parlait de colère, quelque part, ça m'a mis un peu en colère parce que j'ai dit, mais on le fait, nous, tout ça. Voilà, peut-être qu'il y a une confusion aussi sur le terme de la définition du mot bienveillance, en fait. Peut-être que ça serait intéressant que vous puissiez justement clarifier ce qu'est la bienveillance, parce que étymologiquement, je suis désolée, je suis un peu fatiguée, bienveillance, ça veut dire c'est bien veiller sur. Donc ça veut dire que vous placez une attente sur quelqu'un. C'est pas de l'accompagnement, ça veut dire que vous restez en attente sur quelqu'un. Et à contrario, il y a la malveillance. Vous voyez, étymologiquement, bienveillance, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on met une attente sur quelqu'un.
on reste en surveillance sur quelqu'un. Ça, c'est pas de l'accompagnement. Dans une école privée, en fait, une directrice m'appelle, enfin la directrice m'appelle en me disant là, Charline, il y a un élève qui s'est fait déshabiller dans la cour de l'école par 5 de ses camarades. Je vous passe la patate chaude. Et c'est intéressant en fait de voir qu'elle a tenu sa posture, elle, de directrice, en se disant je m'en remets à quelqu'un d'autre, justement, pour résoudre ce conflit. Elle aurait pu, elle, servir d'intermédiaire, se mettre en posture de pseudo-médiateur, mais vu que j'intervenais dans son école, elle a saisi l'occasion. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que en fait, j'ai pris les enfants très rapidement parce que le process que nous, on pratique en médiation, avec les enfants, on n'a pas le temps matériel de le mettre en place, mais pour autant, il est efficace quand même. Et ce qui est énorme, c'est que on peut très vite, en tant qu'adulte, se projeter à la place de cet enfant qui s'est fait déshabiller par ses camarades devant toute la cour, quand même, qui s'est retrouvé tout nu devant la cour, dans toute la cour. Et lui, il l'a pas mal vécu, en fait. Lui, il a pris ça comme une blague. Mais tous les adultes, ils étaient choqués, en fait. Ils se sont mis à la place de cet enfant. Et il y a plusieurs choses. C'est que, en fait, je pense que c'est très important pour les adultes et de recadrer, de ne pas se mettre à la place de l'enfant. Souvent, on dit dans l'intérêt de l'enfant. Mais sérieux, on est qui pour parler à la place de l'intérêt de l'enfant? On est qui pour savoir c'est quoi son intérêt? Parce que là, en fait, l'enfant, lui, il n'a pas mal vécu d'être déshabillé. Il l'a vécu comme une blague. Et pour vous dire, en fait, c'est les autres camarades qui ont trouvé eux-mêmes la réparation qu'ils pouvaient apporter à cet élève. Et c'était génial. Ils sont allés raconter une histoire avec les maternelles. Ils ont écrit un mot dans le cahier de correspondance pour prévenir leurs parents. Et en fait, cette directrice, elle m'a accordé sa confiance pour résoudre ça. Elle m'a vraiment passé la patate chaude. Ça aurait pu être un truc, les parents étaient convoqués, les enfants étaient exclus. Pas du tout, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, tu es intervenu à chaud. Tu es intervenu à chaud, Charline, et puis tu as permis de montrer qu'il y avait une confusion effectivement un petit peu identitaire de la part du corps enseignant sur ce qu'avait pu vivre l'enfant. Donc on voit toute la normalité qui rejaillit dans cette manière de gérer habituellement les choses quand on est dans la patate chaude. Effectivement, il y a plein de choses, il y a la morale, il y a effectivement des références aussi à notre éducation propre, à nous, à ces valeurs qui nous ont été inculquées. Et parfois, on s'aperçoit qu'une situation sur laquelle on a projeté effectivement des intentions ou des sensations même n'est pas du tout la réalité. Et donc, l'intervention d'un tiers qui est complètement neutre, impartial et indépendant, qui débarque dans un conflit patate chaude, va pouvoir permettre beaucoup plus facilement de sortir les véritables enjeux et intérêts des personnes. Christophe Pascal, vas-y. Depuis le départ, je suis en phase de médiateur professionnel, donc je fais preuve de beaucoup d'humilité parce que je pense que j'ai beaucoup à apprendre de vous. Mais ce qui m'étonne dans la démarche de cette directrice, c'est qu'elle a un CPE dans son lycée, j'imagine. C'est une école primaire. C'est une école primaire. C'est une école primaire, autant pour moi. Donc voilà, c'est ça que je ne comprenais pas. Mais très franchement, moi, je considère que mon rôle, c'est de, pour ainsi dire, rester au-dessus de la mêlée, c'est de garder la tête froide et d'essayer d'adopter la bonne posture. Et surtout, de me méfier de ces réactions qui peuvent être épidermiques, émotionnelles, etc. Parce que c'est vrai que souvent, les gens, ils réagissent soit par émotion. J'ai constaté des réactions excessives liées aux peurs de radicalisation, à des questions féministes, etc. Tous ces sujets d'actualité, finalement, qui exacerbent les sentiments, les émotions et qui font qu'on surréagit parfois. Effectivement, il faut toujours être dans la juste mesure, prendre conscience vraiment de ce qui se passe réellement, de la façon dont c'est vécu. Et ça, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Là où je vous rejoins, Charline, parce que je l'ai vécu en tant que parent d'élève élu dans une école primaire, il y avait eu un cas de harcèlement. Et c'est vrai que là, par contre, j'avais été étonné du positionnement de la directrice et du professeur qui était concerné, parce qu'en fait, je les ai sentis complètement dépassés, avec une réaction qui n'était pas du tout adaptée à ce qui se passait. Et je me suis retrouvé, moi, à jouer ce rôle de médiateur, justement, parce que je les sentais, mais complètement dépassés. Et les gens sont confrontés à leurs propres limites, en fait. Les gens sont voilà. Et là, dans ce cas-là, effectivement, il y avait besoin d'un intervenant pour gérer la situation, pour les aider dans ce travail. Et après, voilà. Vous voyez, même dans le vocabulaire que vous utilisez, vous parlez beaucoup de gestion. Et vous voyez, la nuance, c'est que nous, en tant que médiateurs, on ne fait pas de la gestion, on fait de la résolution. Donc, il y a aussi cette pérennité dans nos actions.
Ah ben là, on joue beaucoup sur les mots parce que moi, qui dit gestion dit résolution, hein, moi pour moi. Non, pas du tout, pas du tout. Soit. Bon. Là encore, il y a une grosse confusion. Vous ne gérez pas une situation comme vous résolvez une médiation. Ce n'est pas du tout la même chose. Je vous remercie beaucoup pour ce débat qui pourrait continuer et qui est passionnant, mais on a un timing et je pense qu'il y a 36 questions-réponses, etc. Donc je vais m'adresser à François Thérin et à Patrice Petit qui nous ont fait un tri. Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a eu plusieurs questions. Pour les premières interventions, Charline, tu les as proposées auprès du rectorat, d'associations de parents d'élèves. Alors, c'est parti d'un projet personnel qui me tenait à cœur, parce que si on veut qu'on ait des adultes responsables et autonomes demain, je pense que ça passe par les enfants. Et je me suis juste mise en action en allant rencontrer des enseignants de l'école de ma fille. Voilà. Et c'est cette petite graine qui a fait une énorme boule de neige au final depuis 4 ans. Merci Charline. Et Sandrine voulait savoir également en quoi consistaient tes interventions. Elles sont diverses et variées. Ça peut être de la résolution de conflits entre élèves, ça peut être une dégradation de la relation entre l'enseignant et les élèves, entre l'enseignant et les parents, entre la direction et les parents. C'est vraiment à plusieurs niveaux. Merci. Et une deuxième question de la part d'Ève, qui s'adresse un peu à tout le monde, par rapport à la loi qui est débattue aujourd'hui au Conseil d'État sur le... Excusez-moi, face au projet de loi, je vous lis la question, face au projet de loi liberticide dans l'école obligatoire qui vient de passer aujourd'hui devant le Conseil d'État. Un enfant se rend à l'école. Le fondement même de son quotidien est une contrainte. Ce ne sera plus un choix libre, bien que souvent les enfants sont contraints par les parents, mais la question est finalement, l'école est-elle la seule capable d'instruire? L'éducation, c'est effectivement, si on fait dans la différence, enseigner, c'est global, hein, on enseigne globalement, et puis dans l'enseignement, il y a 2 choses. En tout cas, c'est ma définition des choses. L'instruction, c'est transmettre des connaissances. Donc, je vais transmettre des connaissances. Et éduquer, c'est transmettre des comportements, des références comportementales. Parler une même langue, avoir des repères par rapport à l'organisation de l'univers, et non pas avoir des types à moitié délirants qui considèrent que la Terre est plate, et puis que l'univers est fini, et puis surtout qu'il a déjà commencé. L'école, c'est un endroit indispensable. Ne vous trompez pas, ce n'est pas une atteinte à la liberté que de rendre l'école obligatoire. C'est au contraire une instrumentation de la liberté. Parce qu'on est libre quand on a appris. Et les révolutionnaires de 1789 avaient parfaitement compris ça. En réfléchissant à la question, on est libre quand on apprend. L'ignorance enferme, la connaissance libère. On peut peut-être conclure ce webinaire avec un mot de chacun des intervenants ici présents. Véronique Zénaker, qui a été la scribe, est-ce que tu veux intervenir sur l'ensemble de ce que tu as entendu et que tu peux rapporter? Eh bien, écoute, je te remercie, Jean-Bruno. Écoute, on a fait un bon tour de la question entre, en effet, les interventions à l'école, des choses très pratiques, de cette bienveillance, surveillance, cette redéfinition, en effet, des mots qui ont fait débat sur un peu la conversation. En tout cas, on a eu des retours jusqu'à là, c'est ce sujet plus large, en effet, éducation, instruction et cette connaissance qui rend libre. Il y aurait de quoi faire plusieurs webinaires. Oui, je pense qu'on pourrait en refaire un deuxième, en effet. Nous verrons ça. Mais en tout cas, merci à chacun pour votre participation et aux intervenants aussi, surtout pour vos apports. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire peut-être une phrase chacun ou un petit ensemble de phrases, un petit paragraphe de conclusion sur, évidemment, il y a plein de thèmes qu'on aurait pu plus aborder, dans lesquels on aurait pu rentrer plus en profondeur. Pour ma part, j'entends effectivement cette différence entre gestion des conflits, résolution qui revient souvent. Et dès qu'il y a dans le vocabulaire le mot sanction quelque part qui apparaît, ou une forme de attention, tu risques ça, on est plus déjà dans une forme de gestion. Alors que quand on parle de résolution en tant que médiateur, eh bien, il n'y a plus
Il n'y a plus dans le bout du chemin ou dans le ciel, dans l'environnement, une once de conflictualité, de dynamique contraignante et de possibilité de sanction. Et ça serait pour ma part un petit peu ce que je conclurais sur ce webinaire qui a été pour moi extrêmement intéressant et qui effectivement demanderait peut-être une suite pour continuer à lancer ce vaste débat sur l'éducation. Je passe la parole à Gaëtane. Merci à tous. Moi, j'ai qu'un mot à dire. Continuons la promotion de la médiation professionnelle en milieu scolaire parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je savais que Christophe, tu faisais déjà pas mal de choses dans ton lycée, mais tu l'as dit tout à l'heure, il y a peut-être sans doute des CPE qui auraient besoin d'apprendre parce qu'ils sont sans doute aux limites de leurs compétences. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous. Charline. Eh ben, merci à tous de vos contributions et de votre implication. Merci aux membres de cette commission avec qui on mène des travaux et avec qui on se sent impliqué. On essaie de contribuer à hauteur de ce qu'on peut. Moi, je ne peux que inviter les médiateurs professionnels à se mettre en action, en fait, ne pas attendre, ne pas être passif, parce que sinon, il ne se passera rien. Et que ces petites graines, ces petits flocons peuvent faire des grosses boules de neige si on y croit. Et que c'est nous, avec nos petits pas, qui pouvons changer les choses. Christophe Pascal, un mot pour la conclusion. Merci à tous aussi pour ce débat. C'était très enrichissant. Et puis moi, je suis toujours ouvert à la discussion, au débat, parce que la remise en cause est toujours nécessaire, elle nous fait toujours du bien. Donc de toute façon, c'est très bien, c'est toujours profitable. En tout cas, merci beaucoup Christophe d'être venu parmi nous et on vous souhaite vraiment la bienvenue quand vous voulez. Jean-Louis Lascou pour une conclusion. Merci beaucoup. Déjà, merci aux personnes qui sont restées et puis que ça intéresse, que le sujet intéresse. Je pense que ma vie n'a de sens et toutes les vies n'ont de sens qu'au travers de la liberté que l'on peut avoir à parcourir notre existence et les jours qui jalonnent notre existence d'une manière libre, en étant le plus satisfait possible. Ce n'est pas facile, parce que parfois on est seul dans notre univers, on est seul dans nos pensées, et on ne sait pas comment on va faire pour vivre le lendemain, et il y a des désespoirs qui occupent les têtes, au point que pour aller se faire flinguer par la police en étant djihadiste, il faut vraiment quand même avoir une grande solitude dans sa tête. Et je crois que c'est ça qu'il faut travailler. Je crois que c'est le partage du sens de l'existence sur lequel travaille l'école, sur lequel travaille l'éducation. Et moi, je pense vraiment que s'il y a quelque chose qui est important, c'est de bien faire passer l'idée que la liberté, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est un droit, mais ce n'est pas suffisant. C'est quelque chose qui s'apprend. On apprend à être libre. On n'est pas libre comme ça parce qu'on est né et puis on a un droit et puis on est libre. Non, il y a des gens qui toute leur vie ne sont pas responsables de leurs actes parce qu'ils n'ont pas appris à être libres. Ils n'ont pas appris et c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas libres parce qu'en fait, ils ne savent pas être libres. Quand je vois la nécessité de certaines croyances, c'est parce que les gens ne savent pas être libres. Eh bien, et si on mettait plus de liberté dans l'enseignement, enseigner la liberté de décision, savoir apprendre aux enfants, mais pour ça, il faut que les éducateurs, que les enseignants l'apprennent aussi, apprennent ce que c'est que la liberté de décision, décider par soi-même. Je dirais, c'est simple, hein. On a un super référentiel qui s'appelait René Descartes et il a créé une méthode pour bien conduire sa pensée. Et j'en ai fait quelque chose, puisque je me suis dit, je vais l'appliquer, je vais apprendre, moi, de Descartes. Et j'ai appris aussi à aider les autres à mieux diriger leur pensée. Et c'est ça, en fait, que d'une manière transversale, qui peut être enseignée dans les écoles, appris par les enseignants, apprendre à mieux diriger sa pensée et à canaliser ses émotions, comme le disait Christophe, mais utiliser la rationalité. Vous savez, ce n'est pas « j'utilise la raison pour avoir raison », c'est « j'utilise la raison pour réfléchir, développer ma conscience et développer mon intelligence ». C'est ça, l'école. Merci beaucoup Jean-Louis Lascou. Merci encore à tous. Moi, je retiendrai vraiment que la liberté, ça s'apprend. Et que ça s'apprenne à l'éducation nationale, ça serait extraordinaire. On va y contribuer. C'était extrêmement intéressant et j'ai eu beaucoup de plaisir et aimé être avec vous. À bientôt à tous.